Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau point de l'actualité sportive du Togo sur la télévision deuxième. Merci pour votre fidélité à cette émission. Merci de nous choisir pour avoir une idée de tout ce qui se passe dans l'actualité sportive du Togo. De l'autre côté de la régie, il s'appelle Djeli Déjà, Djeli qui va nous accompagner ici en studio. C'est bien sûr le chef Lago Emmanuel. Deux invités pour également nous permettre de comprendre, comme je l'évoquais, tout ce qui se passe dans l'actualité sportive du Togo. Il s'agit bien sûr de Mohamed Touré, notre consultant qui est avec nous ce soir. Il sera accompagné de notre confrère Latif Ilma. Nous allons le recevoir et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mohamed, bonsoir. Bonsoir chéri, bonsoir Latif. Bonsoir la technique et à travers ce micro, permettez-moi de saluer un de nos fidèles téléspectateurs, un chef de division à l'office collège des recettes, le commandant Bawa. Bonsoir, donc au commandant Bawa qui est donc, comme on nous le dit, fidèle donc, de cette émission. Latif Ilma, je l'évoquais, il est avec nous ce soir, il fait son comeback dans ce studio. Ça fait plusieurs années qu'il n'a plus mis pied donc, dans ce studio. Latif, bonsoir. Oui, bonsoir à chéri, bonsoir à Mohamed, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et ceux qui nous suivent en ce moment. On retrouve le studio de la télévision deuxième. Ça fait longtemps, hein. Ça fait 5 ou 6 ans. 5 ou 6 ans comme ça, depuis 2020. Voilà, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. J'espère qu'on se porte bien quand même. Bon, ça va. À part tout ce qui ne va pas, on peut dire que ça va. À part tout ce qui ne va pas, le reste va bien. Voilà. Pour donc, chers amis téléspectateurs, les invités qui vont nous accompagner pour nous faire comprendre, comme je l'évoquais, les différents points au sujet menu donc de ce nouveau numéro. Nous allons donc aborder la première rubrique de cette émission. Tour d'horizon de l'île, c'est parti. Nous parlons taekwondo pour démarrer, 17e, j'y suis arrivé, championnat d'Afrique de la discipline disputé à Bamako, Mali, c'est du 30 au 2 mai, c'est demain bien sûr que ça va se terminer finalement. Le Togo décroche 2 médailles, dont une en argent et l'autre en bronze. Ibrahim Mamoudou, dans la catégorie des moins de 74 kg, a décroché donc la première médaille d'argent pour le Togo, une médaille historique, dira-t-on. Ibrahim Mamadou a été donc finaliste, mais a perdu la finale. La médaille de bronze gagnée par Fréjus Achon, lui, c'est dans la catégorie des moins de 54 kg. Il faut noter également que Dramedo Tété Galé est désigné meilleur arbitre donc, de la compétition. Il faut dire que depuis un temps, le Togo ne cesse d'engager ces médailles-là sur le continent. Pourra-t-on parler de renouveau du sport togolais dans son ensemble Latif Ilma? Bon, un renouveau, je ne saurais le dire. Vous savez, il y a certaines disciplines qui, depuis un moment, essayent, malgré l'atmosphère qui n'est pas aussi sereine autour de certaines fédérations. Quand vous prenez par exemple le taekwondo, vous savez, c'est l'une des fédérations bouillantes. Quand je dis bouillante, pas en termes de performance, mais en termes de crise à répétition. Ça ne sent pas la sérénité. Voilà. Mais étant donné que c'est quand même
l'une des disciplines, on va dire, qui allie l'aspect individuel et l'aspect collectif. Beaucoup plus individuel. Quand vous évoquez les catégories, c'est beaucoup plus les combats individuels. Et quand on a souvent ces challenges individuels, quoi qu'on dise, il y a quand même une hirondelle souvent qui peut dans ce genre de situation faire le printemps. Ce n'est pas le cas avec les sports collectifs. Et donc pour dire que le taekwondo essaye, tout comme certaines disciplines, vous n'êtes pas sans savoir que la natation aussi a gagné une médaille tout récemment au championnat d'Afrique. C'était une médaille aussi historique au niveau donc de cette discipline, de ce sport-là. Et donc félicitations, même si souvent les compétitions s'organisent en vase close, la participation se fait aussi souvent dans le merta total. C'est quand on a une médaille des fois qu'on a des retours, mais quoi qu'on dise, c'est une médaille. On va se dire que voilà, le Togo essaye, mais pour l'instant ce n'est pas encore ça, mais il faut féliciter quand même ces médailles-là qui arrivent. Ces médailles qui arrivent, il faut féliciter ces athlètes-là qui arrivent donc à les engranger. L'autre question que nous nous posons, voilà, Latif l'a dit, c'est pas la sérénité autour des différentes fédérations, autour des différentes disciplines ici au Togo. Elles ont besoin de coups de pouce, mais il y a de ces athlètes-là qui font des prouesses. La dernière fois, on en parlait autour de ce plateau. La motivation de ces athlètes-là qui arrivent dans cette atmosphère-là à engranger quelque chose, ça manque également. Il est de bon temps qu'on revienne là-dessus, qu'on puisse accompagner les quelques rares athlètes qui essaient de ramener des médailles pour le Togo. Oui, comme Latif l'a dit, moi je ne peux que féliciter ces athlètes. Que ça, c'est des jeunes encouragés, mais malheureusement, comme vous venez de le dire, toujours ils se battent, ils font tout pour au moins représenter le pays. Mais si ce n'est pas aujourd'hui, moi franchement, je ne sais pas que le Togo s'est présenté à une discipline. Latif le disait tout à l'heure, on ne sait pas. Il manque de communication autour de cette participation également. Donc bon, les jeunes qui se sacrifient pour ça ne sont qu'encouragés, à féliciter. Bon, le reste, comme il n'y a pas la sérénité, on vient de le dire, il n'y a pas la sérénité dans presque toutes nos disciplines. Quand vous prenez taekwondo, le hand, tous les sports togolais, dans son ensemble, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Seuls les dirigeants peuvent essayer de remédier à cela, mais depuis, on ne cesse de parler, mais c'est comme si on est en train de passer dans un désert. Vivement que dans les jours ou bien dans les mois à venir, les gens puissent prendre conscience, savoir que le sport fait partie du développement du pays. Justement, il a dit que le sport fait partie du développement d'un pays, surtout de la jeunesse d'un pays. Et ce sont ces jeunes-là qui arrivent, comme je le disais tout à l'heure, à engranger des médailles, mais depuis un temps, on ne remarque plus, on va dire, l'autorité derrière ces jeunes-là pour les encourager, pour les amener à faire davantage. Au temps de Lili Bessikana, c'était régulier et ça donnait un peu plus de motivation à ces gens-là ou à ces jeunes-là de continuer. Mais depuis un temps, on a comme l'impression, l'autorité aussi se dit, bon, allons-y, si on arrive à gagner des médailles, tant mieux, rien n'est fait. Est-ce que ce n'est pas inquiétant que ça va décourager un cas soit pour ces jeunes-là? Oui, ben je pense qu'à un moment donné, en matière de sport, c'est un abandon total. Chacun fait ce qu'il veut, parce que l'État n'est plus regardant, l'État ne veut pas faire ce qu'on appelle le devoir régalien. Voilà, l'État n'est pas même de financer, et parce que l'État ne veut pas financer, ne veut pas voir ce qui se passe. Aujourd'hui, on parle de médailles. Posez-vous la question si ces médailles-là seront reçues, si ces médailles-là seront célébrées. Alors qu'ailleurs, une médaille reste une médaille. Justement. Surtout lorsqu'elle est continentale. On parle des championnats d'Afrique. Justement. Mais écoutez, moi j'étais tout récemment à Accra lors des championnats d'Afrique d'athlétisme. On a vu comment les pays se sont présentés. Et quand les pays arrivent mobilisés, mais quand les médailles se gagnent, vous voyez la fierté de célébrer avec le drapeau. On sait ce que c'est, la fierté que cela donne. Ça affirme le pays. En réalité, quand on gagne ces médailles-là, l'argent ne vient pas directement, mais c'est l'affirmation
de la souveraineté, de la capacité, de la notoriété. C'est-à-dire que c'est un rayonnement du pays en réalité. Et ça fait pas quand vous allez dans ce genre de compétition, surtout quand vous gagnez une médaille d'or, ça vaut l'hymne national. Justement. Quand vous êtes dans cette compétition, vous avez la chair de poule. Quand vous faites 2 journées ou même une semaine, et que les hymnes se succèdent, et que votre hymne ne résonne jamais, mais écoutez, vous êtes malheureux. Mais quand une fois l'hymne de votre pays résonne, vous sentez une fierté dans votre corps, sans même être l'autorité principale ou bien le représentant principal. Imaginez, si c'est un ministre ou c'est un président, qu'il soit de la République ou du Conseil, qui est là et que l'hymne national résonne. C'est une fierté. Mais alors, regardez, ça c'est le drapeau. Mais il va rentrer comment? Incognito, il est parti incognito. D'ailleurs, en réalité, est-ce que nos délégations peuvent sortir comme ça? Je ne dis pas qu'ils sont sortis sans que le ministère, par exemple, le ministère qui a donné l'autorisation. Mais comment ça se fait? C'est-à-dire, ok, vous avez demandé l'autorisation, prenez-la, vous revenez, et puis voilà, basta. Moi je dis, l'architecture du sport ou des sports au Togo ne donne pas ce que ça donne. Ça fait qu'il a gagné la médaille d'argent, il est parti, il y a des problèmes à la maison, il va revenir retrouver ces mêmes problèmes à la maison. Est-ce que ça donne quoi? Il revient avec une médaille. Mais est-ce que cette médaille-là sera célébrée? Quand on dit qu'une médaille est célébrée, c'est qu'elle est célébrée à travers quelque chose. Ou soit on entoure l'athlète, on renforce l'athlète peut-être d'une bourse, d'un encadrement, pour qu'il puisse encore gagner et faire flotter le drapeau togolais à l'international. Malheureusement, ils gagnent, reviennent, et ce n'est pas seulement dans un sport, c'est dans tous les sports. Et ça fait que quand vous n'êtes pas regardant, je le dis, je le répète, vous ne voulez pas donner de l'argent, vous ne pouvez pas exiger des choses, vous ne pouvez pas recadrer, malheureusement. Et c'est ce qui fait que les fédérations aussi font ce qu'elles veulent. Voilà, l'État n'est pas regardant et les fédérations également font ce qu'elles veulent. Pour terminer avec ce sujet, il y a de quoi, comme Latif le dit, que l'État puisse quand même, le ministère fasse en sorte que ces athlètes-là soient célébrés. Moi je dis, si ça ne se fait pas, ça va amener du découragement et les jeunes vont vouloir abandonner. Et ce ne sera pas bon pour le sport de notre pays. Latif, dans son intervention, a fait allusion à l'hymne national. Moi je dis, lorsqu'on va au stade pour le match des éperviers, lorsqu'on chante l'hymne et on arrive au Togo debout, luttant sans défaillance, je te dis, moi, tout mon cœur se casse, je sens des frissons, j'ai envie de pleurer. Donc je pense que aller à l'extérieur et entendre l'hymne national de ton pays que tu représentes, vraiment c'est quelque chose. Mais malheureusement, moi je me pose la question, c'est parce que ce ministère est maintenant sous tutelle que les activités au niveau du ministère sont en train de régresser? Parce qu'on a vu avec Madame Ledibissi Kama, au moins il y avait cette chose qui était en vue, mais on faisait, malgré qu'elle faisait, on était en train de critiquer que ça n'allait pas. Voilà, maintenant même, rien ne se fait, tout est dans le vide. Alors je l'avais dit ici, que c'est la tête qui a changé. Or, normalement, c'est une continuité. On ne comprend pas pourquoi maintenant, avec les docteurs FAD, rien ne marche, rien ne bouge, on ne sent rien, les athlètes sont abandonnés, ils sont laissés à eux-mêmes. Quand bien même ils vont représenter, ils reviennent avec des médailles, on ne sent rien. Si tu n'es pas branché devant une télé ou bien à une radio pour savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé, on ne sait rien. Donc je pense que vraiment, il est temps que l'État devienne regardant dans ce qui se passe. Sinon vraiment c'est dommage pour qu'on puisse parler du sport alors qu'on ne sent pas vraiment ce sport-là dans notre pays. Voilà, nous espérons que les gouvernants vont essayer d'être regardants, comme nous le disons, par rapport à chaque discipline, afin que ces disciplines-là aient un accompagnement en bonne et due forme, afin que les athlètes ne puissent pas abandonner du jour au lendemain. Il y va donc de l'intérêt de notre sport dans son ensemble. Nous allons faire le second escale de cette émission. Il s'agit du grand format du Nil. Allons-y.
Nous parlons football et nous évoquons le championnat national de football de première division à la 26e et dernière journée s'est achevée, on va dire hier dimanche, avec donc la confirmation du sacre de l'ASK qui se succède ainsi. On va parler, chers amis, donc du sacre de l'ASK rapidement. L'ASK, comme je l'évoquais, qui revient une deuxième fois sur, on va dire, la première marche du podium, on va dire, dans l'ensemble mérité pour les chauffeurs de la COSA. Oui, moi je pense, écoutez, avant le début de chaque saison, depuis un moment, on sait qui sont à même de gagner quand même ce championnat, indépendamment de tout ce qu'on peut raconter. Écoutez, aujourd'hui le sport, c'est le moyen et puis c'est aussi ce qu'on appelle l'organisation. Depuis 2019, tous les vainqueurs de ce championnat sont de la COSA. Si ce n'est pas ASK, c'est ASCO. On ne va pas dire que oui, c'est parce que ceci a fait ceci, ceci a fait ceci. C'est du travail, c'est de l'argent, c'est de l'investissement, il n'y a rien à dire. Quand vous prenez le recrutement que l'ASK fait, quand vous prenez le recrutement que ASCO fait, quand vous prenez l'investissement, même les entraîneurs, comment ils sont payés, les joueurs, comment ils sont payés, la régularité, vous n'allez pas entendre que tel n'est pas payé. Je pense que tout ceci concourt à ce qu'on va. Et donc, avant le début de la saison, c'est l'ASK qui remettait son titre en jeu. On a vu l'équipe de l'ASK qui a surpris la saison dernière. C'était l'équipe la moins séduisante de l'ASK qui a gagné le titre la saison dernière. C'était pas pimpant, c'était pas formé. À l'arrivée, l'ASK a gagné le titre. Mais cette saison, c'est une équipe qui était armée. Justement. Et pour l'une des rares fois, en début de saison, l'ASK a dit clairement, l'équipe a dit qu'elle veut être championne. Alors qu'avant, on disait, bon, ok, on va. Donc clairement, lors de la première journée, l'équipe a dit, bon, nous on veut être champion. Même déjà à la Super Coupe, qui lançait la saison, Togo l'a dit, nous on veut être clairement champion du Togo. Et quand vous prenez l'équipe de l'ASK, compatiment, pas compatiment, mais c'est des joueurs qui étaient taillés pour être donc champion du Togo. Et c'est une logique en réalité. Quand vous prenez les statistiques, ça fait 26 journées, 20 victoires, 4 matchs nuls, 2 défaites seulement. Et donc je crois véritablement que moi personnellement ça ne m'a pas surpris. Si ce n'était pas ASK, ça devait être ASCO de Kara. Il n'y a rien à dire. Confirmation également, on va dire, l'ASK a marché, surtout pour la première partie de saison, l'ASK a marché sur, on va dire, la compétition dans son ensemble. Oui, voir notre club remporter ce championnat, si ce n'était pas ASK, devait être pour moi scandaleux. Parce que, comme la Tifou l'a assez bien dit, ASK c'était l'équipe la plus en forme, avant même le début du championnat, parce qu'elle sortait d'une campagne africaine, et sur tous les compartiments, on sentait l'équipe très, très en forme. Et même les concurrents directs de l'ASK qui prétendaient avoir le titre, qui jouaient le titre, j'ai eu la chance d'écouter certains dirigeants lors du match entre ASK et Entente 2. Les hauts dirigeants du staff de l'Entente de se féliciter d'avoir encaissé un but à la mi-temps face à l'ASK. Et même il y avait un autre il pensait encaisser plus. Un autre staff disait que ASK c'est une machine. Quand ils décident de marquer, c'est comme ils ouvrent et puis marquent. Soit ils ne veulent pas marquer, ils arrêtent. Donc vous voyez déjà quand les adversaires même jouent ce club comme ça veut dire qu'il n'y avait rien en face. Et lorsque moi à un moment ASK faisait des matchs nuls, je me disais mais ASK veut nous jouer le sale tour. Puisque vu dans l'ensemble, vous et moi on était au stade lors du match à ASCO, en tant que on avait dormi, on n'avait rien vu. On était là, il n'y avait pas de spectacle, il n'y avait pas de jeu. Mais quand ASK joue, au moins tu sens au moins qu'il y a une équipe en place. Donc je pense que c'est mérité et quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce qui les a côté, les ont dit, les rumeurs, c'est que c'est l'équipe qui devait remporter le championnat qui l'a remporté. Alors tout à l'heure, Latif l'évoquait que l'année passée, c'était une équipe d'ASK qui n'était pas aussi convaincante comme cela. Mais cette année, comme nous tous nous l'avons remarqué, c'est une équipe qui est quand même en place.
dans la perspective, comment est-ce que vous entrevoyez, on va dire, cette équipe-là sur le continent? Oui, ça veut dire que par rapport à l'année passée, que l'équipe a gagné la maturité. Il y a au moins les joueurs qui ont grandi, on peut dire, qui ont gagné dans l'expérience aussi. Donc je pense que il faut seulement peut-être que le staff vraiment étudie face aux adversaires que nous allons rencontrer, quels sont les pousses à pouvoir. Mais ne pas trop chambouler, parce que des fois quand on chamboule tout, ça casse la dynamique de l'équipe. Donc je pense qu'aujourd'hui, s'il faut vraiment que ACK pense au recrutement, c'est de voir à quel poste 2 ou 5 joueurs, ça suffit pour renforcer le dispositif. Et ce n'est pas des joueurs du championnat togolais. Je pense qu'il faut vraiment amener des joueurs capables, des joueurs qui plus au club. Voilà, je vous pose la même question. La perspective maintenant, c'est le continent, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, ACK nous a ébloui cette saison. C'est une équipe compacte qui déroule. Maintenant, il faut franchir un autre palier, c'est le continent. Comment vous en trouverez donc le continent pour rester? Ça doit être peut-être un objectif. Il faut d'abord se fixer cet objectif-là. Parce que la ACK, depuis un moment, ACK a été, je crois, 4 fois vice-champion du Togo. Après avoir été d'abord champion du Togo, c'était en 2019, ils ont été champions du Togo. Alors, ils ont été dans l'ombre d'Asco pendant 4 années, mais après, ils ont réussi quand même à revenir. Ça suppose qu'il y a quand même une certaine régularité sur le continent. Maintenant, oui, on sait que la ACK, à un moment donné, résolument tourné vers la formation à travers son terrain, son centre de formation qu'il est en train de mettre en place. Est-ce que l'objectif aujourd'hui a évolué? L'objectif, c'est de se faire peut-être une place au soleil au niveau du continent. Si oui, il faut que les dirigeants nous le démontrent. Et je pense, en tant que journaliste, qu'à un moment donné, il faut aller aussi s'essayer dans ce challenge-là. En faisant quoi? Mohamed le disait, il faut aller chercher des joueurs du continent. C'est-à-dire, nous avons des joueurs qui ont gagné le championnat. Maintenant, il faut des joueurs qui puissent aller être au niveau du continent. Au niveau du continent. Ils sont au niveau du championnat du Togo. Ils ont gagné le championnat l'année dernière, ils ont gagné le championnat cette année. Mais pour aller investir, conquérir le continent, il faut renforcer cet effectif-là en faisant venir des joueurs peut-être qui ont du vécu pour aller. Maintenant, au-delà de cela, n'oubliez pas que le Togo, depuis un moment, n'arrive pas à franchir un palier. Quand vous ne franchissez pas un palier, vous êtes toujours dans le premier tour, le deuxième tour, premier tour préliminaire, deuxième tour préliminaire. Et souvent, les premiers tours, deuxième tour préliminaire, vous tombez sur les gros. Mais il y a ce qu'on appelle la baraka également qui joue dans le football. Lors de la toute première participation de l'ACK sur le continent, l'ACK avait eu comme premier adversaire les Bouffous du Borgou. Souvenez-vous, l'ACK a éliminé les Bouffous du Borgou avant de tomber sur l'ASV Club. Et l'ASV Club s'est tiraillé. L'ACK a fait 0-0 ici après avoir dominé copieusement l'ASV Club avant de perdre 0 but contre 1 donc à Kinshasa. Ça suppose que le tirage au sort peut donner droit à un adversaire qui est à la taille de l'ACK. Vous avez vu Beoulou sur la saison dernière qui a tiré le SFA. Ça pouvait passer. Beoulou a été un peu rigoureux dans sa pouvoir. Au même moment, l'ACK tirait l'ASFA du Maroc. C'est déjà perdu d'avance. Et donc, il faut d'abord se préparer et maintenant souhaiter que la baraka mette l'ACK sur un adversaire aussi prenable. Ça peut être la Guinée, ça peut être le Mali, ça peut être la sous-région. Quand on est avec la sous-région et qu'on fait un recrutement à la taille du continent, parce que la saison dernière, l'ACK n'a pas fait de recrutement à la taille du continent, on le sous également. Donc voilà un peu ce qu'il faut d'abord se fixer un objectif. Peut-être la ACK peut dire, nous voulons pour une fois aller chercher la phase de groupe.
si on ne le fait pas en Ligue des Champions, qu'une fois qu'on le fasse en Ligue, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de tour de cadrage. Vous tombez, vous qualifiez. Donc la SCK se donne les moyens, comme la CAF a décidé maintenant de soutenir quand même les clubs qualifiés pour les coupes continentales, ce n'est plus trop la croix et la bannière comme on le dit. Et donc la fédération peut aussi aider l'État surtout, parce que dans certains pays, quand vous vous qualifiez, le billet d'avion, ça concerne l'État, la motivation, ça concerne le club. Mais ici, et le billet d'avion et la motivation, ça engage les clubs. Voilà pourquoi des fois, les clubs n'y arrivent pas malheureusement. Voilà, nous espérons que la SCK, on va aller aux informations, puisque la saison vient de terminer. On va poser la question aux dirigeants de la SCK, quels sont donc leurs objectifs pour le continent. Donc pour le continent, on va leur poser la question. Je pense que cette fois-ci, ils iront faire mieux. Puisque l'année passée, je pense qu'ils ont joué malgré SCK avait joué. Puisque en tout temps, on avait annoncé par après, ils sont engagés. Donc il y avait eu tellement la pression sur le club, le club était obligé de s'engager. Donc s'ils ont confirmé le titre cette année, c'est parce que peut-être ils ont l'ambition cette fois-ci d'aller confirmer au moins sur le continent aussi. La réussite du centre de formation aussi passée par là, une bonne campagne sur le continent donnerait plus de visibilité et attirerait donc les regards pour des partenariats qui vont faire grandir donc ce centre de formation. Comme je l'évoquais, on va aller aux informations en ce qui concerne donc les objectifs de la SCK sur le continent. Chers amis, comme toutes les saisons, bien sûr à la fin du championnat national de football, sinon à la fin du championnat national de football de première division, roule avec les polémiques. Et cette année, en attendant peut-être qu'on revive des histoires de réserve, de réclamation ou d'homologation de matchs, on assiste depuis, on va dire, l'avant-dernière journée à des révélations de tentatives de matchs Turquie impliquant même, on va dire, le premier responsable de la Fédération togolaise de football. On ne va pas refaire ou reparler de ces audios-là qui circulent, mais de l'appréhension que les autres font de cette affaire-là ou de ces audios-là. Mohamed, je vais rester avec vous d'abord. De la corruption dans le football ou dans le football moderne, on ne peut pas nier que ça n'existe pas. Ça existe. Et dans le football togolais, on entendait parler, mais on a comme l'impression au fil du temps, ça devient une pratique, on va dire, acceptée par tous ceux qui s'implantent réellement dans notre football. Oui, par les années passées, c'était certains clubs qui subissaient de cette corruption, mais je peux dire que cette année, il n'y a aucun club qui est épargné par cette corruption. Ce n'est que cette année ou c'est de plus en plus que cette année, tous les clubs sont imprégnés dedans. Parce que vu le déroulé du championnat, arrivé à un moment, les résultats de certains clubs ont amené d'autres clubs à prendre précaution, dire si on laisse faire, nous allons tomber. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour parler de la corruption, moi, je l'avais de la fois passée, en temps normal, la fédération devait démissionner. Est-ce que c'est la fédération qui a instauré la corruption? Oui, on a cité les membres influents de la fédération dedans. Et si dans un pays où vraiment... Mais ce n'est qu'un audio, ce ne sont que des audios. Entre qui et qui? Ce n'est pas un audio entre vous et moi, ou entre les tifos et les techniciens. C'est un audio entre des responsables. Des responsables de football. Un entraîneur et un président du club. En citant d'autres personnes. En parlant des membres influents de la fédération, dont nous faisons les noms ici. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est très grave. Normalement, même ce sujet devait être saisi par un procureur. Ce sujet devait être saisi par un procureur. En attendant de revenir, il faut que la lumière soit faite. En attendant de revenir sur le fond, donc vous me confirmez que la corruption s'est installée pleinement. La corruption s'est installée pleinement dans le football togolais. Je l'avais dit un jour sur le plateau de la radio Sport, les gens rient. J'ai dit, il faut que pour la saison prochaine, que tous les acteurs prêtent serment. Moi je l'avais dit avant même que les audios ne sortent. Malheureusement, les gens avaient rigolé comme si je faisais la partie. J'étais en suivi avec toi, bien sûr. Latif, comment nous sommes arrivés à ce stade-là où on a comme l'impression, comme on le dit, le public sportif, le spectateur va au terrain sans avoir cette certitude-là où, en se disant que bon,
je vais juste là, puisque le résultat peut-être est déjà dessiné quelque part. Il se met cette idée dans la tête avant d'y aller. Et comment nous sommes arrivés à ce stade-là? Bon, vous savez, le football rime avec le bon, le moins bon et puis le mauvais. Et puis je voudrais aussi peut-être qu'on essaie de clarifier ce qu'on appelle peut-être corruption, ce qu'on appelle manipulation de match, ce qu'on appelle match truqué. Je pense qu'il y a beaucoup de nuances dedans. Parce qu'on dit manipulation de match et corruption de match, il y a des nuances. Ce n'est pas une dissertation, mais il y a des nuances. On peut manipuler un match sans même passer par l'argent. Parce que quand on parle de corruption, c'est que l'argent entre en jeu. Mais on peut manipuler un match sans... Bon, chérie, voilà, chérie, laisse-moi ton match. Et parce que voilà, toi tu es déjà qualifié, laisse-moi ton match. Tu me laisses ton match. Je ne te donne rien, tu ne me réclames rien. On a manipulé le match. Mais la corruption n'est pas entrée en jeu. Et en football, il y a tout. Moi je dis même les paris sportifs, ça rentre dans la manipulation des matchs. Les 1x, les xbet, les quoi, tout ça là, ça rentre. Maintenant, ce qu'on appelle la manipulation professionnelle des matchs. Et ça, c'est dans le championnat professionnel également que vous allez constater cela en réalité. Mais ici, nous avons tout. C'est-à-dire, nous avons un championnat amateur, nous avons des dirigeants amateurs, c'est-à-dire, quand on dit dirigeants, prenez l'architecture, c'est-à-dire même les présidents, les coachs, les secrétaires généraux, les entraîneurs. C'est-à-dire nous avons une architecture amateur et quand on veut voler, quand on parle de vol, il y a des voleurs professionnels, il y a des voleurs amateurs. Quelqu'un qui dépouille les poulaillers chaque nuit, c'est un voleur amateur. Toi qui voles les poules, tu deviendras quoi finalement? Mais le voleur professionnel, mais attendez, il planifie, c'est une stratégie. Voilà, il pille toute une ville, il pille une langue, voilà. C'est un voleur professionnel. Donc ici, nous sommes dans un football amateur. Et dans un football amateur, nous avons instauré peut-être ce qu'on appelle la manipulation ou la corruption amateur. Où je me souviens des arbitres qui, par exemple, ont été achetés par un transfert de crédit de 45, c'était 45 000, bien 22 500. Cette histoire-là, dans ce championnat du Togo, c'était pas pour un seul arbitre. C'était pour pratiquement tous les arbitres. C'est-à-dire, on a envoyé 22 500 bien 45 000. Parce que c'est 45 000. Voilà, 45 000 pour braquer le crédit. Et c'est sorti. Et ces arbitres ont été sanctionnés. Ça suppose que pour 12 500 ou bien 22 500, les arbitres ont été sanctionnés. Ici, nous sommes dans une situation qui entache tout le monde, Mohamed l'a dit. Et ce n'est pas ce championnat-là qui en réalité est entaché. Il y a eu ces situations qui ont été soupçonnées, qui ont été... Mais la vérité, c'est que personne n'a réussi à démanteler à prouver. Maintenant, quand on parle aussi de réseau, c'est qu'il y a certains qui le font. Mais ici, est-ce que c'est certains qui le font? Apparemment, c'est comme c'est tout le système qui est infecté. Il a dit tout à l'heure. C'est comme c'est tout le système qui est infecté. Mais moi, je dis, l'audio qui a circulé. Bien avant de parler de l'audio, je vous demande comment est-ce que nous sommes arrivés à ce stade? Comment est-ce qu'on est arrivé là? On est arrivé là parce que, justement, les choses... Moi, je l'ai dit quand l'émission a commencé. Quand vous ne voulez pas être sérieux autour de quelque chose. Parce que nos sports sont dans un état, l'état dans lequel nous sommes, c'est comme cela, c'est ce que nous méritons en réalité. Regardez autour de nous. Tout le monde essaye de mettre de l'argent dans son sport. Tout le monde essaye de professionnaliser son sport. On a réussi à enclencher le processus de professionnalisation. Vous avez dit enclencher. Mais puisqu'on ne l'a pas encore
on n'est pas encore dedans. Voilà ce que ça donne. Si c'est dans un football professionnel, ce qui s'est passé là, ça mérite des sanctions professionnelles. Moi je dis, on dit ok, vous avez dit, c'est moi-même qui dit, le procureur n'a qu'à se saisir du dossier. Est-ce que le procureur même sait qu'il y a un événement qui se joue qu'on appelle championnat? La grande interrogation est à ce niveau-là. Je repose la même question, je te reviens tout à l'heure, Latif. Mohamed, comment est-ce que nous sommes arrivés à ce stade-là? Oui, tout d'abord. Latif essaie de dire que tout le monde, on ne veut pas être regardé à tous les niveaux. C'est moi ne pas être regardant. C'est-à-dire que chacun maintenant est dans un domaine qui n'appartient pas. C'est-à-dire, les gens ne maîtrisent pas le domaine du foot, mais ils sont dedans. Donc, comme pour eux, ce que je dois être là, je dois être à un niveau où je ne vais plus reculer. C'est ce qui nous amène à cela. Pour mon club est en première division, j'injecte de l'argent. Alors, on va attendre que mon club est descendu. Alors que, au Togo, la deuxième division, c'est de l'enfer. Quand tu descends pour remonter, c'est difficile. Quand tu descends pour remonter, peut-être tu risques même de te vendre la division, même de disparaître. C'est une des causes aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand le Tifou le disait, quand vous prenez notre football, depuis combien d'années le Togo est là, sans la CAN, sans participation à la CAN. Depuis combien d'années on est là, il n'y a pas de football de jeunes, alors qu'on a toujours créé cela. Depuis combien d'années rien ne va, on a beaucoup créé les résultats. Ça continue, les mêmes acteurs sont là, les mêmes personnes sont là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le football togolais est laissé à lui-même. Et chacun fait ce qui le plaît. Chacun pense que je suis le tout puissant dedans, je suis fort dedans, je peux faire ce qui me plaît. Et c'est ce qui amène à cela. Mais c'est de cette manière que nous sommes arrivés à ce stade-là. Maintenant, tu évoquais avant peut-être le Dieu. Quand vous laissez le terrain et que c'est certaines personnes qui occupent le terrain, c'est leur terrain. Et ils font ce qu'ils veulent de ce terrain. La nature horreur du vide, forcément. Vous avez refusé de mettre de l'argent. Il y a des messieurs qui mettent leur argent. Ils vont faire ce qu'ils veulent. En réalité, c'est cela. Lorsque Mohamed parle du championnat qui n'est pas bien organisé, irrégulier, c'est parce que justement, il y a de la régularité depuis un temps. Oui, mais écoutez, quand on parle de championnat, au Togo, on ne parle que de la première division. Mais alors que ce n'est pas un NBA. Les championnats, en réalité, vous avez une première division qui se joue régulièrement, une deuxième division doit se jouer régulièrement, une troisième division doit se jouer régulièrement. Ça suppose que si quelqu'un joue et il tombe, mais ce n'est pas un souci. Il sait qu'il aura une compétition où il va jouer, il peut remonter. Mais quand on joue en première division, quand le colonel dit que Siakovi est arrivé, c'est vrai, la première division elle est régulière. On ne va pas quand même lui enlever cela. Mais est-ce que la deuxième division s'organise comme il le faut? Voilà pourquoi, mais quand quelqu'un est en première division, il fait tout pour ne plus tomber. Parce que quand il tombe, il ne sait plus quand il va revenir. Parce qu'il faut qu'on organise avant que tu ne joues pour revenir. Et c'est ce qui amène ce que ça amène. C'est-à-dire que quelqu'un, quelque part, il ne veut jamais quitter là. Et si les gens savent que même en tombant, il y a quand même une compétition qu'on peut jouer et revenir. Ça n'explique pas ou ça n'excuse pas le fait de vouloir manipuler les matchs. Mais c'est les causes lointaines. C'est pourquoi je posais la question, comment sommes-nous arrivés à ce stade-là? Les gens viennent, ils ne veulent pas repartir. Parce qu'ils ont peur de repartir. Quand je tombe, je ne sais plus quand je vais revenir. Parce qu'il faut d'abord... Regardez ceux qui sont en troisième division actuellement. Les Bikinti de Bassa. Quand est-ce qu'ils vont pouvoir jouer la troisième division pour espérer revenir en deuxième division? La grande interrogation. Vous voyez? La grande interrogation. Maintenant, quand nous prenons ces audios-là qui sortent, vous l'avez appelé manipulation de match et consorts. Maintenant, ces audios qui sortent, dans l'opinion publique sportive, il y a deux conceptions qui se dégagent. Beaucoup incriminent le fait que les uns et les autres ne se font plus confiance et que les audios qui sont sortis ne devront pas être sur la place publique. D'autres disent que ce n'est pas parce que ces audios-là sont là qu'on va oublier ce que disent ces audios-là. Nous sommes sur la voie juridique, on va dire sur le plafond forme. Alors, Mohamed, bon, quelque part, il se pose la question de la confiance, de la foi en l'être humain désormais dans notre football également, où
on sera prudent de dire ne serait-ce que je ne sais quoi. Mais comment est-ce que vous concevez tout ça là? Les audios qui sortent, en réalité des conversations entre amis, entre entraîneurs, présidents qui ne devraient pas être sur la place publique. Finalement, ces conversations-là, ils sont, mais elles révèlent quand même des vérités qui sont quand même, on va dire, des secrets de polichinelle, puisque personne ne voulait les avouer. Comment vous concevez tout ça là? Il y a l'analyse que vous faites de tout ça. Il y a depuis 3 ans, comme ça, que sur les plateaux, j'intimide en disant que j'achète des preuves, qu'il y a des choses que j'ai, pour le moment j'achète des preuves pour les faire sortir. Normalement ces audios sont les bienvenus. Mais à les interpréter et à attendre encore les interviews que celui qui a fait fuiter les audios donne, ce qui est un règlement de compte. Selon moi, il y a un règlement de compte. Et ce règlement de compte, ça dépend de nous-mêmes. Ça dépend, comme vous l'avez dit, il y a plus de confiance. Peut-être qu'on a voulu utiliser certains contre d'autres, et on n'a pas su comment recadrer les choses. C'est ce qui est en train de la fuite de ces audios. Parce que quand on prend les audios, permettez-moi, c'est Théophile Bola, la voix de Théophile Bola. Mais hier, quand j'ai écouté encore ces interviews que la TIF lui a accordées, franchement, ce qu'il a dit dans ces interviews, actuellement, je suis un peu troublé pour bien pouvoir cerner le contour. Pourquoi il a pu enregistrer ces audios lors de la discussion avec un président, son ancien président? Pourquoi il l'a fait? Et pourquoi il a fait sortir ces audios? Et après le match, le vidéo c'était avant le match. Maintenant après le match, l'interview qu'il avait accordé, c'est que ce sont des insultes à l'encontre de ce président. Hier maintenant, ce n'est plus ce président seulement, mais c'est le football togolais qu'il a vraiment enterré le football togolais hier. Il l'a enterré. Maintenant, pourquoi cela? Ça veut dire que c'est vous-même qui est tout puissant, qui pensait manipuler les autres comme le TIF le dit, manipuler les autres, qui pensait qu'on peut tout faire en sabotant ou bien en traitant d'autres devant certaines personnes. C'est ce qui a, c'est là où, voilà le résultat, voilà là où on est arrivé. Sinon vraiment, l'interview que l'entraîneur a accordé hier, moi franchement, d'une manière ou d'une autre, à un moment j'étais nerveux, j'étais pas content, parce que tout d'abord l'enregistrement, bien sûr nous voulons des preuves pour incriminer, pour bannir la corruption ou de la manipulation dans notre sport, mais il faut savoir à quel moment faire de l'enregistrement. Voilà, c'est là que le problème se pose. La manière, elle n'est pas bonne, mais est-ce que quelque part la manière n'est pas bonne? Est-ce que ça occupe le fond? Oui, bon, sur le plan juridique, si c'est sur le plan juridique, des fois, oui, quand la forme est viciée, le fond tombe. Alors ici, oui, c'est vrai que ça révèle, quoi qu'on dise, certaines vérités, même si la preuve dont on parle n'est pas tangible, en fait. Ici, le coach Bola a enregistré son ancien président et il a monsieur voilà, il a envoyé à X qui a balancé sur la plateforme. Ça suppose qu'il avait un objectif. Voilà, et son objectif est atteint. Maintenant, chacun travaille sur un objectif, quelles qu'en soient les conséquences, parce qu'en réalité les conséquences sont là. Parce qu'il a enregistré un monsieur à son insu et il a balancé. Il y a ce qu'on appelle les données à caractère personnel. Ma voix, ma photo, mon nom, mon numéro, ça fait partie de mes données personnelles. Et puisque justement, M. Kokou Toulassi, il n'a pas eu l'accord de M. Toulassi Kokou avant de l'enregistrer et de le mettre sur la chose, M. Toulassi peut poursuivre le film là. Mais ici, la fédération aussi peut instruire M. Toulassi. C'est-à-dire, ces deux éléments à prendre en compte. La fédération ouvre une enquête, peut mettre en examen, comme on le dit, le président de Espoir du Zion, parce qu'on l'a écouté dans l'audio en pleine conversation avec Théophile Bola, en train d'essayer
de manipuler ou demandant de l'aide pour essayer de réajuster, manipuler. Parce qu'en aucun moment ils n'ont parlé d'argent. Voilà pourquoi on ne peut pas parler de corruption. Ils tentaient d'initier. Alors que dans le droit, toute initiative, toute tentative, tout peut être justement chose. Donc, lui, il peut au pénal poursuivre Bola qu'il a enregistré sans son consentement. Mais au même moment, la fédération aussi a fait ce qu'elle a fait en se saisissant du dossier, en mettant les trucs. Mais aujourd'hui, moi je dis, quand tu prends l'audio, quoi qu'on dise, il n'y a pas de preuves tangibles. Parce qu'on dit oui, tel a appelé tel a dit que tel a fait ceci. Mais c'est ça, vous voyez un peu, si c'est un professionnel, un journaliste par exemple qui a une telle révélation, vous savez, le journaliste n'avait pas balancé ça sur les plateformes, le journaliste pouvait traiter cet élément en gardant soigneusement ses sources et en faisant secourir bien le cocotier. Tu as balancé les trucs. On dit tel a appelé tel, d'accord, c'est ta parole contre ma parole. Il dit tel et tel se sont vus, disent mais on s'est vu où? Non, c'est non. Mais là c'est à lui d'aller chercher les preuves. Alors que quand vous écoutez, quand quelqu'un parle même dans une interview antérieure, j'ai dû me vendre pour pouvoir avoir ce point-là. Il a dit au sortir du match Espoir Espoir Akara, j'ai dû me vendre pour obtenir ce point, sinon on n'avait même pas ce point-là. Ça suppose que l'entraîneur même est bien imbibé dans le réseau, dans le système. Sauf que ce qu'il a dit, à moins qu'il ira compléter peut-être ses aveux, compléter ce qu'il a lancé comme pavé dans la mare, parce que l'audio en réalité, à part M. Toulassi, qui la voix sortait véritablement, qui disait oui, les autres, quelles sont les preuves tangibles que M. Bola peut peut-être sortir, parce qu'aujourd'hui, franchement, et maintenant, à voir les autres réactions contradictoires, quand il dit oui, moi je peux laisser, si vous nous entendez, moi je peux laisser, ça suppose que lui-même il est dedans. Maintenant, il accuse les autres, alors que lui-même, il est même au cœur de cette machination. Malheureusement, moi je dis, on est dedans. Que l'enquête aille au bout, mais moi je dis, il y a un monsieur qui est même pire que le dirigeant. Parce que moi je dis, quand il faut aller scruter là, avec Chéri, scruter avec Mohamed, scruter avec Latif, et revenir, c'est plutôt la vraie gangrène qui est là. Voilà. Donc, à la commission de discipline d'aller au bout, même si c'est une personne ou c'est deux personnes qui sont mises à nu, ça peut dissuader les autres, parce qu'aujourd'hui on parle du Togo, sinon la corruption, la manipulation, elle existe partout, sauf que si elle devient peut-être la règle au Togo, il faut peut-être la dissuader. Il faut la dissuader justement, puisque au jour d'aujourd'hui, les faits sont là. On voit qu'on a dit qu'on est quand même, que nous sommes tous unanimes sur le fait qu'il y a de la corruption, il y a de la manipulation dans notre football. Voilà, nous avons pété le frein, j'allais dire, à un étranger, si on peut l'appeler ainsi, à un entraîneur étranger qui est venu et qui a mis quand même sur la place publique ce qui se faisait en sourdine. Alors, il le disait, la fédération a saisi sa commission de discipline. Dans les coulisses, de la dit, si quelque part les gens veulent, il va aller jusqu'au bout, ça se dit dans les coulisses, il va aller jusqu'au bout, qu'il y a d'autres enregistrements qui vont peut-être sortir. Est-ce que de cette façon-là, nous l'a dit entre Tchaline Bara, que quand vous poursuivez vous allez déboucher sur les lieux. Oui, je pense qu'aujourd'hui, la manière dont Bola est en train de dénoncer les choses, moi je pense qu'il est en train de se noyer. Parce que Bola, dans son audio, a dit ce que j'ai fait l'année passée. Et dans la discussion, quelqu'un m'a dit qu'il a fait ça contre Semassi, que c'était dans l'objectif de faire tomber Semassi, que l'année passée, ils ont manipulé les matchs. Donc lui-même l'a dit, j'ai fait ça l'année passée. Maintenant, dans ses propos, il dit
qu'il n'a pas affaire à des faux pasteurs, des choses, qu'il est un bon croyant, qu'il n'est pas corrompu. Mais toi qui n'es pas corrompu, là tu dis que tu as fait ça. C'est-à-dire que Bola est tellement impliqué dans ce dossier. Si vraiment nous voulons démanteler ce réseau, c'est de tenir bien Bola. Quand on tient bien Bola, on aura vraiment même si on ne peut pas éradiquer tout, on peut avoir un peu de solution à ce problème. Il reste peu de temps pour boucler ce sujet. Il a évoqué un truc. Est-ce que cette affaire-là aujourd'hui, ça ne dépasse pas, on va dire, l'institution Fédération togolaise de football? Est-ce que ça ne concerne pas le Togo entier? Non, je pense qu'on est encore dans le football, parce que personne n'a manipulé autre institution. C'est le football, les matchs de football qui ont été manipulés, qui sont concernés. Maintenant, il peut y avoir des ramifications. C'est comme je l'ai dit, un président a été enregistré. Ça pouvait déboucher sur autre chose. Et là, ça peut sortir du cadre sportif. Mais là, c'est la seule institution qui s'est saisie du dossier, c'est la Fédération togolaise de football. Et pour l'instant, c'est elle qui est compétente, à moins qu'un tiers aille porter plainte au niveau des tribunaux civils. Et là, il porte plainte si la plainte est recevable. Là, c'est la ramification dont je parle. Sinon, actuellement, la commission cette affaire, elle est se terminer là. Vous pensez que cette affaire-là ira quelque part? Moi, je ne pense pas. Parce que moi, je dis, celui-là qui pourrait aider à ce que l'affaire puisse aller loin, mais lui-même, il n'est pas crédible. Il n'est pas, parce qu'il y a trop de contradictions dans ce que Bola dit. Tantôt, il incrimine son club, tantôt, il incrimine son ancien club. Enfin, vous avez vu ce qu'il a raconté sur l'AS Milan. Au même moment, il dit qu'il va vendre sa peau pour l'AS Milan. Mais hier, il s'est déchaîné plutôt sur les dirigeants de l'AS Milan. Il a mis toute une fédération à nous. Moi, je dis, on peut tout dire. On peut raconter tout, la fédération amateuriste, ils ne font pas bien les choses. Mais c'est quand même une fédération nationale. C'est une fédération togolaise. Mais un Congolais, je ne suis pas raciste, je ne suis pas xénophobe. Vous pensez qu'un entraîneur togolais peut aller en Côte d'Ivoire, peut aller au Congo, peut aller au Bénin, aller faire ce que Bola est en train de faire, étant encore, l'année passée, il a insulté proprement la Fédération togolaise de football. On dit il ne fait que faire ressortir ce qui peut-être les dirigeants du football togolais lui ont permis de faire. Les dirigeants du football togolais n'étaient pas en Guinée, mais il s'est comporté de la même façon en Guinée. Lui-même il l'a dit. Donc le monsieur maintenant a un souci. En tout cas, nous avons des problèmes, d'accord. Mais Bola ne peut pas être un problème de plus. Vous voyez un peu, non? Voilà. Bola qui a fait des révélations et qui estime avoir encore des enregistrements, c'est ce que j'aurais appris. Donc je mets ça au conditionnel. Nous suivons de près. Donc pourquoi c'est lui qui a fait un enregistrement? Ça dit que c'est lui le noyau de son. Voilà, pourquoi c'est lui qui a ses enregistrements? C'est lui. Bola quand même qui a ces enregistrements-là. Nous allons quand même avec les quelques minutes, puisque nous parlons de discrétion, de paroles à ne pas mettre sur la place publique. Nous en parlons d'un projecteur pour évoquer ta choix pour le CNO Togo. La discrétion, également, on en parle au niveau du CNO Togo où un courrier de la solidarité olympique serait confidentiel, ne devrait pas être mis sur la place publique. Ce courrier se retrouve sur la place publique et ce courrier incrimine également le comité national olympique du Togo où on parle de mauvaise gestion des fonds alloués par la solidarité olympique. Là également, il y a un manque de confiance où
manque de discrétion au niveau du CNO également. Moi, cela ne me surprend pas, vu tout ce qui se passe au niveau du CNO avec les suspensions des fédérations, avec des interdictions des présidents, tout ça là, je sais que ça devait arriver. Parce que quand tu t'approches des présidents dont les disciplines sont incriminées, ce qu'ils font sortir, c'est ce côté qui est en train de sortir maintenant. C'est de ce côté qui amène des problèmes, des malentendus entre eux. Donc dire que c'est une discrétion, bien quoi que ce soit, pour le moment je dis non, peut-être que ce n'est pas encore sorti. Sinon, les gens tiennent des bombes à retardement qu'ils vont faire sortir au niveau du CNO. Parce que tous ces présidents aujourd'hui, parce que quand vous prenez le CNO, ce n'est pas de n'importe quelle discipline qui ont des problèmes. Handball, natation, mais c'est pas possible. Et je pense qu'aujourd'hui, si cela se fait, je pense que j'avais entre-temps appelé le président Akpaki à revenir sur terre, aller autour d'une table de dialogue avec tous les présidents et faire sortir vraiment le CNO dans le que le CNO se trouve. Mais malheureusement, comme au Togo, chacun a ses mentors, ce qui compte et fait ce qui le plaît. Voilà, là où nous en sommes. Voilà, là nous en sommes. Nous avons quand même pris soin d'appeler le président du CNO qui nous a dit que ces courriers-là ne devraient pas être sur la place publique et que le CNO se donne quand même la peine de poursuivre ceux-là qui ont mis ce courrier sur la place publique. Mais relatif, ça repose également le problème de la bonne gouvernance. Quelque part, quand on dit que la solidarité olympique n'est pas d'accord par rapport à la manière dont ces fonds sont gérés, ça interpelle quelque part encore l'État qui aussi n'amène pas, ne pousse pas ces institutions-là à faire bon usage des fonds alloués, on va dire, à ces institutions togolaises. Oui, ça revient à ce qu'on a dit en début d'émission, parce que, écoutez, tout la guerre, Mohamed a évoqué tout l'environnement autour du CNO, l'État togolais, le Togo, c'est quand même un État. Et depuis des années, ce n'est pas la sérénité, pas seulement autour du CNO. Le CNO était en difficulté, le ministère des Sports, sous le dit Bessikama, souvenez-vous, le ministère avait des soucis avec la Fédération togolaise de football, le ministère avait des soucis avec le CNO Togo. Maintenant, le CNO Togo a des soucis avec bien des fédérations, mais nous sommes dans un État. Silence radio. Et quand chacun fait ce qu'il veut, c'est cela. Maintenant, par rapport au compte que la solidarité olympique demande, ce n'est pas nouveau. En réalité, au niveau de toutes les institutions, c'est comme cela. Quand quelqu'un donne de l'argent, il doit demander des comptes. Mais c'est parce que l'État, par exemple, n'aime pas donner de l'argent qu'il ne demande pas de comptes. C'est vrai, l'État donne de l'argent quand même. Non, mais écoutez, dans le budget, il y a des fonds qui sont alloués. Quand votre enfant va à une école et que l'école est à 100 000 et que toi le parent tu ne donnes que 50 000, mais tu ne pourras pas demander à l'enfant est-ce que depuis là je vais peut-être nous vivre aller à l'école, est-ce que tu vas, parce que tu n'as pas payé les 50 000 francs restants, tu ne peux pas être rigoureux envers l'enfant. Il va te dire que écoutez, les 50 000 restants et bise la fille pour compléter les 50 000. Donc comme l'État ne fait pas bien les choses, ça fait que l'État n'arrive pas à mettre au point les gens. En réalité c'est cela. Comme pour le CNO, Akpaki, le président Akpaki, ok, on peut lui reprocher bien des choses, mais quand même il a aussi fait des choses au CNO Togo. Alors quand quelqu'un lui-même, parce que l'État n'est pas regardant, il prend les initiatives, fait des choses, il peut prendre des initiatives aussi, faire des choses comme il veut. En réalité, c'est cela. Donc, on ne peut qu'avoir ce qu'on est en train de voir. La solidarité olympique est dans ses droits. Le CNO Togo, apparemment, n'arrive pas à arrondir les angles par rapport aux chiffres comptables. Alors, c'est une situation qui arrive souvent dans les différentes institutions. Espérons que le CNO Togo puisse s'en sortir. Parce qu'on dira toujours CNO Togo. Ça revient toujours au Togo. Moi, c'est ce que je dis. C'est parce que nos sports ne sont pas bien structurés que chacun fait ce qu'il veut. Malheureusement. Et je me rappelle une émission où il y avait le CNO qui devait participer, je pense, aux Jeux Olympiques de Paris, quand les jeunes demandaient au ministère de les accompagner,
le ministère n'a pas fait, mais le ministère aussi demandait que le CNO ne rend pas compte de ce qui ressort de la résistance mondiale. Donc le ministère veut voir ce que, c'est pas normal. Comment le ministère cherche à voir ce que le CNO reçoit de la résistance mondiale? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le ministère était incapable de financer tout d'autres arguments de porte de sortie. Et ce n'est pas bien. C'est l'État qui doit financer le sport avant de demander les comptes. Quand vous refusez, c'est un peu comme même la Fédération togolaise de football. Il y a certains ressources qui reviennent. Normalement, ces ressources, si l'État faisait bien les choses, l'État est à même de dire, vous avez des ressources. L'État ne demande pas ce que la Fédération reverse ça dans au trésor public. Vous avez des ressources, vous allez faire quoi avec? Mais vous ne donnez pas, par exemple les catégories U17, U20, l'État refuse de financer. Quand la Fédération a des ressources, si c'est 50 millions qui reviennent comme ressources, la Fédération peut mettre 30 millions sur les catégories et mettre les 20 millions à gauche. À gauche, demain, vous allez dire, ils ont bouffé l'argent. Mais quand vous n'avez pas, comment on dit, pris vos responsabilités, la fédération a géré comme elle peut. Et à un moment donné, c'est ce que ça donne. Malheureusement, on ne couvre pas les malversations. Mais quand vous ne voulez pas faire bien les choses, c'est ce que vos enfants vont faire comme comportement. Malheureusement, c'est ce que ça donne. Nous espérons que les uns et les autres, les dirigeants surtout, vont essayer de recadrer les choses parce que ça parle trop du Togo et pas dans le bon sens, mais plutôt dans le mauvais sens. Nous espérons que ça va se faire sous peu pour que de la calmie revienne dans toutes les institutions sportives du Togo. Latif, merci pour ce combat comme à la Togo ici. Vous faites le back-to-back comme à la Mohamed, merci à vous également pour votre présence à chaque fois dans cette émission. Merci chérie, à la prochaine. On remercie Emmanuel Lago qui était derrière les caméras en studio. De l'autre côté, il s'appelle Denis Deja. À vous, chers amis téléspectateurs, grand merci également. On se retrouve le lundi prochain pour une nouvelle aventure de votre émission Arène Sportive sur la télévision deuxième. D'ici là, portez-vous bien, retenez tout simplement que l'erreur est humaine, mais s'entêter dans l'erreur est diabolique et qui évite l'humilité, invite tout simplement l'humiliation. Au revoir.